Non, je vois ce que vous pensez. Je suis pas du tout au bord de la mer, je suis dans le Grand Est, dans le département de l'Aube. Il y a 205 millions de mètres cubes d'eau ici et c'est considéré comme l'une des plus belles réserves du Grand Est. Pour ce nouvel épisode de Pourquoi chercher plus loin, j'ai choisi de vous emmener ici sur les lacs de la Forêt d'Orient. Ils sont considérés comme la 3e plus grande réserve d'eau de France. Pour commencer, j'irai à la rencontre de Kevin et Fabrice, deux amoureux de la nature qui en ont fait leur métier. Leur spécialité, les zones humides. Nous irons à la rencontre des petites bêtes qui peuplent les étangs. Ensuite, nous découvrirons les coulisses d'un parc d'attractions. Nous irons sur les montagnes russes et sur le donjon de l'extrême. On va avoir des sensations, vous le verrez, et vous découvrirez surtout l'histoire passionnante de cette aventure familiale. Et puis on s'arrêtera au moulin de Doche. Des passionnés ont reconstruit à l'identique un moulin du XVIIIe siècle. On ira goûter le bon pain qu'ils font sur place, et puis on verra plein d'autres choses. Je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti! Je suis avec Kevin, c'est un breton d'origine. Il s'est installé en Champagne il y a quelques années. Il est agent du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Et aujourd'hui, il veut me montrer un petit coin de nature qu'il apprécie beaucoup. On va où là? Et ben donc là, on va s'arrêter sur la digue de la Fontaine aux Oiseaux. Et donc là, ouais, on s'équipe, il y a un peu d'eau. On va aller sur un milieu qui est quand même très sympa au niveau biodiversité pour voir quelques animaux sur place. Qu'est-ce qu'on va voir par exemple? Et bah notamment des amphibiens, on espère, on va voir. Moi je prends ça. Et bah allez, on est parti. C'est encore loin Kevin? Parce que là ça fait un quart d'heure qu'on marche. Et bah là on y arrive bientôt là. Faut faire attention, les digues c'est bien, mais effectivement ça reste des pièges. Ça va, tout va bien. Je suis un peu maladroit quand même. Hein. Ah ouais. Et voilà. Donc on est ici en plein milieu du massif forestier de la Forêt d'Orient et donc à proximité du lac du Temple. Il y a des petits marais, des étangs comme ça un peu partout? C'est ça, donc là c'est vrai que c'est un étang un peu particulier parce que celui-là on l'aime beaucoup en tant que naturaliste, il y a énormément de biodiversité sur site. Kevin, vous voulez que je vous aide à ramasser les nasses là? On est parti, là il y a quelques nasses effectivement, on va relever un peu, voir ce qu'il y a dedans. J'espère qu'on va trouver des animaux. Ah oui quand même, ça s'enfonce. Il y a de la vase, ça colle. Il y a de la vase un peu. Ouais. On dirait un cloporte de mer. Ça c'est ce qu'on appelle un ditique. Donc ça c'est quelque chose qu'on va trouver assez régulièrement ici. Et là, hop, et donc là on a le premier amphibien. Voilà, donc ça c'est une grenouille verte. Pelophylax esculenta, son petit nom latin. Donc là c'est la grenouille qu'on retrouve le plus ici. C'est une grenouille commune, voilà, qu'on va retrouver assez régulièrement ici. Je vais la prendre, mais ouais. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle saute. Alors, elle saute. Ah, bah. Voilà. Ah, ça a l'air de bouger dans la nasse là-bas. Eh ben on va aller voir, on va aller faire la suivante. Si j'arrive à décoller mes pieds du sol. On voit qu'il y a donc ici des joncs, on est sur des carex un peu partout, donc c'est des habitats qui sont particuliers. On voit également qu'il y a des saules qui sont vraiment la limite entre la forêt et les milieux aquatiques, donc on a vraiment cette cicatrice entre guillemets qui est en train de s'opérer. Il ne faut pas oublier qu'ici c'est bien des milieux complètement anthropiques qui ont été créés par l'homme il y a quelques années. En fait, à la création des lacs, l'objectif affiché était de préserver une partie de la biodiversité, histoire d'avoir des nurseries par exemple pour poissons ou d'avoir des haltes migratoires. Pour les grenouilles, une nurserie pour grenouilles, c'est un peu ce que j'ai ici là. Également, c'est des zones qui vont être continuellement en eau. Donc effectivement, même pour amphibiens, on va avoir des tritons, des salamandres, un grand nombre d'oiseaux comme les cigognes noires qui viennent pendant les migrations. Kevin, vous avez une drôle de bestiole là, qu'est-ce que c'est?
Eh ben ça c'est une sangsue médicinale ça. Ah, Alors ça c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce genre de bestiole. Ça c'est un animal qui va sucer le sang des gros mammifères comme alors ici ce qu'on va avoir c'est forcément donc les cervidés, les sangliers, voilà. l'être humain. L'être humain aussi. Et là, il est en train de vous sucer le sang Là, d'ailleurs, c'est là, ça? il commence à. Donc il est équipé de deux ventouses, hein, une de chaque extrémité. À l'origine, c'est un animal, c'est un petit parasite, donc il va sucer une petite quantité de sang, et donc il n'y aura pas de transmission de maladie connue jusqu'à maintenant. Et donc on appelle la sangsue médicinale, donc elle porte bien son nom parce que c'est effectivement un animal qu'on utilisait à l'époque pour soigner notamment tout ce qui était arthrite, etc. Et c'est encore très répandu et très utilisé, notamment dans tout ce qui est médecine asiatique. Voilà. Pas trop quand même. Hein. C'est des animaux qui m'intéressent beaucoup parce qu'elles sont sans être bio-indicatrices, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément nous indiquer la qualité du milieu, elles vont au moins nous indiquer les animaux qui fréquentent le milieu. Je dirais que j'ai fait ça toute ma vie, marcher dans les marais. Il faut imaginer ce paysage il y a plusieurs dizaines d'années. C'était alors une immense forêt, considérée d'ailleurs comme l'une des plus belles forêts de chênes de l'Est de la France. Dans les années 60, les pelleteuses arrivent, les habitants sont expropriés. En compensation, on leur offre des lopins de terre, des terres qui aujourd'hui sont valorisées par des initiatives plutôt insolites. On va le découvrir ensemble, suivez-moi. Bonjour Maxime. Bonjour Charles-Henri. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici en pleine forêt? Alors je vous ai donné rendez-vous ici parce qu'on est dans le bois de l'Étoile. Donc c'est un bois un peu spécifique qui servait à la chasse à courre dans le temps. Donc où on a plusieurs départs de chemin qui servaient aux chasseurs Oui, tout pour à fait, là, on les voit, repérer là. le gibier. Il y en a 3 de ce côté-là. Exactement. Et là, ici, 3 aussi. Voilà, tout à fait. Alors vous n'êtes pas venu ici pour la chasse, je vais vous montrer un petit peu autre chose. Donc je vous invite à me suivre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là. Avec plaisir, Ok. je suis. Donc voilà ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Donc, Une on arrive- cabane, c'est ça? C'est ça, une cabane perchée dans les arbres. Donc celle-ci c'est la cabane tribu. Donc La voilà. structure, c'est impressionnant. Il y a 5 mètres du sol, c'est ça à peu près? Ouais, À c'est vue ça. d'œil Au niveau du plancher, on est à peu près à 5 mètres du sol, quoi. Donc- Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure? Alors j'avais une envie de reconversion professionnelle, puis donc j'avais cette forêt qui est un héritage de mon grand-père. Donc mon grand-père en a pris possession dans les années 60 au moment de l'installation du lac d'Orient. Donc il a été exproprié du lac parce que lui à cette époque-là avait une fabrique de briques, donc à l'emplacement même où il y a le lac actuellement. Ce qui permet pour moi voilà, de faire un petit peu un retour aux sources, que j'avais quitté la région en 2003 pendant une dizaine d'années. J'espère que vous n'avez pas le vertige, Non, c'est solide quand même. ça devrait tenir. Ça bouge un peu, hein? C'est juste pour les sensations, c'est ce qu'il faut. Bon, moi, je suis curieux de voir à l'intérieur. Eh bien, je vous en prie, allez-y. Bon, ni eau ni électricité dans la cabane. Les toilettes sèches, on peut dormir à 4. Donc là, c'est la chambre des enfants. Je crois que je vais dormir là, moi. Et il y a le soleil qui nous attend en sortant, c'est magnifique. Et voilà. Et vous avez même une petite surprise. Je vous laisse remonter la corde. Ah, la corde ici? Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est? Du champagne? Voilà. Je crois que les vignes sont pas loin d'ailleurs. Non, exactement. Donc ça, c'est du champagne qui vient du village d'Hérissé, donc qui est à 20 minutes d'ici. J'ai rendez-vous avec un ethno-botaniste. Mais avant, je vais profiter quand même de ce moment au soleil. On Allons-y. vient là. Pas de souci. Quand vous vous promenez en forêt, je suis sûr que comme moi, vous ne faites pas attention aux bas-côtés, les petits chemins là de part et d'autre, mais ils recèlent de secrets. Et Franck va nous en dire un mot. Oui, je vois un beau pied de. Et ça commence déjà. Il a déjà repéré des choses intéressantes. Un beau pied d'angélique. Bon, il y a un fossé, parce que c'est une plante qui aime bien pousser les pieds dans l'eau. Ça s'appelle comment, Franck? De l'angélique? L'angélique. Oh, c'est un beau nom, ça. Angélique des bois. Donc c'est une plante qui portait bonheur. Quand un enfant venait au monde, on prenait un petit morceau d'angélique, on lui faisait un petit collier qu'on lui mettait au cou. Vous voyez ces fruits là, vous pouvez en mettre un petit peu dans les salades. C'est un petit peu acidulé, ça, bah, vous pouvez en prendre. Je peux là, je Oui, peux oui, manger? Vous pouvez manger. Ça me fait un peu penser à des baies rouges, des baies roses, des baies roses. Oui, c'est un petit peu citronné, orangé.
Donc il faut faire attention parce qu'une plante qui pousse un peu dans ce même milieu, ça s'appelle la ciguë et qui est une plante mortelle. Moi, ça fait 30 ans que je connais les plantes. J'organise des sorties tout au long de l'année pour apprendre. Il y a quand même des précautions. On ne va pas prélever n'importe quoi en forêt. On ne va pas prélever n'importe quoi en forêt. Ne pas oublier qu'une plante, c'est une usine chimique. Il y a beaucoup d'autres plantes. Là, je vois la reine des prés. La reine des prés, donc c'est une plante qui est anti-rhumatismale, qui est très 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 efficace. Toute la puissance là de la plante, elle est dans ses racines. Là, on la coupe sur la longueur. Sur la longueur, c'est pour vous faire sentir. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Un médicament? Ça fait penser à un médicament, ça sent le camphre. C'est une pharmacie à ciel ouvert ici? Alors en France, actuellement, en 2017, 80% environ des médicaments sont à base de plantes. À savoir que les molécules sont copiées chimiquement. Parce qu'on n'a pas le droit. Ce ne sont pas les molécules qui sont prélevées dans la nature? Oui, parce que c'est du vivant et on n'a pas le droit de déposer un brevet sur du vivant. D'accord. Franck, vous avez recensé presque 250 espèces de plantes ici dans l'Aube qui peuvent être utilisées pour la gastronomie, mais aussi pour la médecine. Mais comment vous est venue cette envie de faire cet inventaire extraordinaire, jamais fait auparavant? En 88, j'ai participé à un stage de survie de 3 semaines dans la forêt équatoriale au Gabon. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'on n'était pas grand-chose quand on se retrouvait au milieu d'une forêt équatoriale, et avec un petit couteau de survie, et que finalement on se servait beaucoup du végétal. Les plantes, c'est des médicaments. On fabrique un abri avec les plantes. On mange avec les plantes. En fait, les plantes, elles nous servent à beaucoup de choses. C'est la vie. C'est la vie, oui. Sans les plantes, on ne serait pas grand-chose. Les lacs de la forêt d'Orient, c'est pas seulement de la nature, mais c'est aussi du divertissement. Et regardez où nous sommes, dans l'un des plus grands parcs d'attractions de France. J'ai rendez-vous avec Patrice, c'est l'un des propriétaires. Lui et sa famille se sont installés ici, à Dolencourt. Bon, le parc n'est pas encore ouvert, j'en profiterai bien moi. Mais on m'attend. Comptez sur moi tout à l'heure, je vais m'amuser. Venez, c'est par là. Patrice? Oui. Bonjour, Charles-Henri. Bienvenue à Nigloland. Merci de m'accueillir. Alors moi, je suis plaisir. très étonné, puisqu'en arrivant, j'ai vu des affiches de cirque. Vous êtes forain, mais pourtant vous êtes sédentaire. Il y a un paradoxe là. Non, mais on peut faire les deux. C'est une évolution de notre métier, voilà. Et ce sont nos aïeux qui ont fondé un cirque en 1838, un des tout premiers cirques en France. Donc mon grand-père et son frère ont exploité un cirque jusqu'en 1925, jusqu'au moment où ils ont basculé sur les manèges mécaniques. Et votre famille a un passé incroyable. Oui, mais nos parents ont eu des manèges après électriques, après hydraulique et électrique. C'est qu'une évolution en fait. Je me définis comme amuseur public, moi. Mais vous êtes sédentaire. Vous êtes installé ici. Oui, mais à on a Dolencourt. toujours l'esprit du voyage parce qu'on a gardé quelques caravanes quand même des ancêtres pour... on ne sait jamais. Vous avez gardé des traces du passé forain, des manèges par exemple? Oui, sur le parc, on a encore un manège carrousel en bois, un vrai manège en bois, pas une copie en polyester, qui appartenait à la famille. Et c'est le dernier manège que mes parents ont exploité sur les foires. Mes parents ont fini leur carrière avec ce manège. C'est pour ça qu'on y tient beaucoup. Patrice, aujourd'hui vous êtes un chef d'entreprise ou encore un forain? Je suis un peu des deux. Je suis un forain qui a évolué. Je suis plus forain, mais je suis dans le manège, vous voyez. Donc on reste quand même forain. Mais là j'ai rendez-vous avec Philippe. Philippe, c'est le frère de Patrice, créateur du parc. Bonjour Philippe. Bonjour, ça Vous va? allez bien? Très Ça va bien. bien. On m'a dit que c'était un passage obligé ici, cette attraction-là, Air Meeting. Alors Philippe, faut prendre lequel? Vous m'avez dit Allez, le celui- bleu. Le bleu. il va être bien dans le vent là. Il est bien dégagé. Hop, asseyez-vous. Voilà. Voilà, c'est bien ajusté. Impeccable. Et donc c'est moi qui ai les commandes. Voilà, alors quand ça Et- va, là vous êtes en position bloquée. Quand vous serez en l'air, ça va se débloquer. Et rapidement, vous allez prendre l'air, vous voyez, comme ça. Ah, c'est parti. On y va, allez go. J'arrive presque. Ça y est, on y est. Je vais réussir à faire la rotation. Il a réussi. J'ai pas réussi à en faire plusieurs d'affilée. Ah, c'est génial. Alors? Eh, c'est super. Le fait d'être acteur de son propre divertissement,
Ça, je trouve ça exceptionnel. Philippe, toute cette nature qu'on voit là, dans cette balade, tout ça, ça a été créé de toutes pièces? Par l'homme, oui. Alors en partie dans le parc pluvieux, on va dire, c'est une propriété familiale que mes grands-oncles ont acheté il y a une centaine d'années. C'est pour ça que vous avez des arbres magnifiques qui existaient déjà. Et toute cette partie ici, c'était un champ plat avec des maïs. Donc tous ces arbres-là, on les a plantés au fil des années. Donc, parce qu'on ne conçoit pas chez nous qu'il n'y ait pas de verdure. Ça doit représenter quand même un entretien terrible, constant, une armée de jardiniers, c'est ça? Une petite armée, jeune, dynamique, courageuse, compétente. Vous représentez un poids économique quand même ici, à 2 pas des lacs de la Forêt d'Orient. Mais écoutez, on l'imagine, oui, 400 emplois, c'est pas rien. L'hiver, on a à peu près 70, donc ça fait une moyenne de plus de 200 emplois. Ça commence à peser dans des cantons, malheureusement, qui sont encore bien touchés par les aléas de la vie. Et puis on fait tellement un métier original et joyeux que tout le monde nous montre, j'allais dire, avec enthousiasme et respect aussi. Vous avez sûrement dû entendre parler comme moi des zones humides, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a Fabrice, il m'attend. On va voir ça avec lui. Fabrice! Ah, le voilà. Fabrice! Bonjour Fabrice. Bonjour Charles-Henri. Donc une zone humide, c'est ça? C'est les touffes d'herbe comme il y a là? Alors, des bonnes grosses touffes d'herbe d'ailleurs? Si on a une vraie zone humide, on a des végétations caractéristiques qui sont en spécifique. Et là, effectivement, on est même dans un marais. On est sur des plantes qu'on appelle des lèches en français, L-A-I-C-H-E. On a de la menthe, on a du lycope, on a des iris qu'on ne retrouvera pas dans un champ ou dans un jardin. C'est de la menthe sauvage ça? La menthe aquatique. Menthe aquatique. Oui. On trouve dans des espèces végétales rares parce que le milieu dans lequel elles vivent est devenu rare. Bon, c'est pas évident de marcher au milieu de cette zone humide là, avec toutes ces mottes là. Oui, c'est vrai que ça c'est typique des marais. Oh, Fabrice, il y a les chevaux qui arrivent d'ailleurs, je crois qu'on est sur leur place. Ah, c'est peut-être l'heure du bain de poussière, oui, c'est vrai. Et les voilà. Très curieux, pas farouche, pas agressif. Le nom de la race, c'est Konik Polski. Konik Polski. Konik Polski. Et alors, c'est un petit cheval qui a failli disparaître. C'est eux qui participent à l'écosystème? Ils ont été installés ici pour ça. C'est à eux d'entretenir ce marais. Et on voit très bien sur la patte avant gauche, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a des petites zébrures qui sont des marques de rusticité, des chevaux ancestraux, qu'on retrouve sur les illustrations des grottes telles Lascaux. Alors là, Fabrice, vous allez me montrer quelle espèce que vous tentez de protéger. Alors on va aller voir la pulicaire vulgaire, qui n'est plus vulgaire parce que on ne la trouve quasiment plus dans le département maintenant. Et c'est une plante protégée dans toute la France. La voilà. Là, on a une petite tache avec plusieurs pieds. Tenez, celle-ci est encore assez bonne état. On s'imagine toujours qu'une plante protégée est une belle plante, quelque chose d'exubérant. Et là, c'est moche, c'est ça? Et en fait, c'est une toute petite plante de 20 cm. C'est une plante qui était courante avant et aujourd'hui qui a presque totalement disparu en France, c'est ça? Alors tant qu'on avait des zones inondables comme ça, cette plante-là était assez courante. Et elle a besoin d'endroits très dégagés, comme là où vous avez les pieds. Oui, ici, il y a moins de végétation, oui. En effet. Et ici, grâce à la place de roulage et au piétinement des chevaux, on a une tache qui s'est développée et qui, si tout va bien, devrait pouvoir profiter. Tant qu'on aura les chevaux, elle devra exister. L'objectif numéro 1, c'est la conservation des espèces menacées. Et pour l'instant, au niveau floristique, on s'en sort plutôt pas mal. Mais il ne faut pas oublier que dans les réserves naturelles, il y a un deuxième objectif aussi, c'est la sensibilisation et l'éducation. On reçoit entre 200 et 250 personnes, enfants et adultes, sur ce site. On fait le tour, on fait des petites chasses aux papillons, on découvre le chant des oiseaux. Et donc les réserves sont aussi des territoires où on découvre le patrimoine qu'on a aux portes de son village. C'est fermé à la fréquentation, mais c'est aussi un espace ouvert à la découverte.
Erwin, Oui, bonjour. Godendag. Ja, goedendag. Ja, dat is leuk. Si je parle hollandais avec Erwin, c'est qu'il vient des Pays-Bas. Bonjour Erwin, merci de nous bonjour. accueillir. Avec plaisir. T'es pas venu les mains vides, tu as ramené ton savoir-faire. Je suis venu des mains vides. Il n'y avait pas de moulin quand je suis arrivé, mais on a réussi à monter ce projet depuis une quinzaine d'années maintenant. On va le mettre en route. Oui, venez. Je vais compléter la dernière voilure et puis on va le Moi, je vais lancer. vous aider. Donc là, on a fini de mettre la dernière voile. On va aller enlever le frein Ah pour bah. qu'elle puisse s'envoler. Vous êtes un peu le Léonard de Vinci de Doche. J'essaye de remettre à jour les techniques qu'on a un peu délaissées au fil des siècles. Cette corde-là, elle actionne le débrayage du frein. Donc aide-moi à tirer, il y a un peu de poids, hein, donc tu peux y aller. Vas-y, vas-y, tire. Vas-y, continue. Tu lâches pas, hein. Tu continues. Ah, c'est un sacré frein. Encore un petit peu. Voilà, tu peux lâcher tout doucement. Et le contrepoids est au repos, donc le rouet est libéré. Tu vas... Donc la roue est libre là. Oui. Donc là, si On va le aller voir vent ça. était assez fort, la partie reste tout seul. Là, il va falloir qu'on le lance un petit coup. Donc quand il est en mouvement, on s'éloigne, hein, on ne reste pas en dessous parce que le danger reste toujours. Tu peux m'aider. Donc on va pousser comme Oui. ça. Il y a 7-8 tonnes à mettre en œuvre, donc on y va. 7-8. Un petit coup après, voilà. Là, on Et s'éloigne. c'est parti. Là on vient de refaire un geste qui est ancestral. un geste ancestral. Ça fait 1000 ans que les meuniers font ça, donc... On va aller visiter l'antre de la bête. Oui, je vais te montrer ça. Ça reste impressionnant. Ah oui, la structure. 28 tonnes. Il y a 28 tonnes, oui, posées sur le piédestal qui pèse déjà 7 tonnes, donc on est dans les 35 tonnes de bois, de poids. Alors là on est au cœur du mécanisme. Voilà, c'est là que la magie opère. L'arbre est impressionnant. Un beau chêne de la forêt d'Orient, tout à fait. Moi, là, ma passion, c'est tout ce qui bouge dans le bois. Les moulins, les bateaux, ça reste magique. Il y a la nature qui se mélange, c'est l'harmonie pour moi. Donc ce moulin, je l'ai voulu. On a créé un chantier d'insertion. Et après, oui, sur 2 années, j'ai dessiné chaque pièce. Ce sont des compagnons qui vous ont aidé à construire Ah, moi, je suis compagnon de devoir, mais pour vraiment le cœur du projet, ça a été un chantier d'insertion. Donc on a eu 3 formateurs sur 2-3 ans qui ont encadré des jeunes ou des jeunes adultes en difficulté de société, on va dire. C'est eux qui ont construit 80% du moulin. Le reste, c'est avec des bénévoles, des milliers d'heures de bénévolat. Un moulin aujourd'hui n'a plus d'utilité. Pourquoi avoir passé tant de temps, avoir mis tant de passion dans ce projet? Quel est votre but? Ah, ça, c'est toi qui dis qu'il n'a plus d'utilité. On a 15 000 visiteurs par an qui sont hébétés, qui partent avec le sourire aux lèvres. Un moulin est dans l'air du temps. Un moulin nous rappelle la simplicité de la force de la nature, les bonnes odeurs du pain, parce que le pain naît là. C'est magique, donc ces sens-là, on en a besoin. Donc ça y est, Erwin, là, la meule vient de se mettre en route. C'est impressionnant, là, on sent des vibrations. Là, il y a 1,5 tonne d'inertie qui se met en route, c'est vrai. Ça Là, vibre, hein, on sent les vibrations. Quoi. Il danse un peu face au vent, comme un bateau qui cherche son sillage, c'est vrai. Voilà. 30 kilos là-dedans, de 30 blé. kilos. Du blé bio, hein. Du blé bio en plus. Alors là, on peut le verser? Oui, tu peux y aller. Voilà, c'est bon pour le... Bah alors, pourquoi chercher plus loin? On n'est pas bien en Champagne? Alors là, Erwin, c'est Grégory, c'est ça? Voilà, c'est notre responsable de site Bonjour Grégory, enchanté. depuis Enchanté, de même. 4-5 ans. On vient de faire de la farine. Ouais, On va aller faire du pain avec vous. ce serait pas mal. Je crois savoir, Grégory, qu'avant ici, il n'y avait absolument rien. C'était un champ, c'est ça? Rien du tout, un terrain vague. On a décidé de restaurer une ancienne grange à dîmes du XVe siècle, puis ensuite un fournil qui nous permet de faire le pain, Justement, et un jardin. le fournil, on a le... J'ai vu que vous aviez de la farine. Ça commence à faire lourd. D'accord. Bah, je vais vous aider. Ouais, Ah, vous avez Ça la va aller. technique, vous. il faut. Et en plus, on a du beau temps aujourd'hui. Ouais, c'est un peu exceptionnel pour Il une fait fin chaud, septembre. Comme tu peux le voir, le four est en train de chauffer. Comme ça. Et ensuite, je... Ça ressemble pas trop à une baguette. Hein.
Il allongeait un peu. Donc on l'enfourne et après, je crois, d'un coup sec, on retire. Voilà. Alors là, je l'enfourne. Et vous tirez un coup sec. Et là, je tire. C'est collé. Alors attendez, je vais refaire. C'est bon. Et ça va cuire combien de temps, Daniel? En principe, 20 minutes. C'est super chaud. On va le goûter peut-être, non? Daniel, je vous en prie. C'est quand même vous le maître d'apprentissage. Il est bon, hein? Merci messieurs d'avoir partagé votre passion avec nous aujourd'hui. Si vous aussi vous avez envie de faire du bon pain, et vous pouvez retrouver toutes les bonnes adresses sur notre site internet grandest.france3.fr ou nous contacter directement à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Bye bye, à bientôt. Puis on va peut-être finir le pain, non? Ouais, c'est le...